Donc, je vais juste essayer de finir cette partie d'introduction aux lois de probabilité. La dernière fois, on s'est arrêté sur cette application de la table binomiale, sur cet exemple de mi-comprimé. Et donc, je vais juste faire un petit rappel que la table binomiale, bien la loi binomiale, est utilisée lorsque vous avez une expérience où votre paramètre étudié, ça admet deux résultats, succès ou échec. Donc, et c'est une expérience que vous allez répéter plusieurs fois. Donc, on a adapté cette situation à cet exemple de mi-comprimé, donc qui a une probabilité de 10% de non-conformité. Donc, vous avez une probabilité d'avoir un comprimé non conforme de 10%. Et on va utiliser la loi binomiale pour calculer la probabilité de trouver 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10 comprimés non conformes. Donc, vous avez une situation où vous avez une répétition de 10 exemples, de 10 fois pour les 10 comprimés. Donc, vous pouvez, donc, dans les 10 comprimés, trouver aucun conforme, aucun comprimé non conforme, un comprimé non conforme, deux comprimés non conformes, etc. Donc, on a utilisé la loi binomiale. Donc, dès que vous avez cette situation-là, une expérience qui va se répéter dans le but de trouver est-ce que votre paramètre ou bien votre observation possède une caractéristique ou ne la possédez pas, vous allez utiliser la loi binomiale. Alors, c'est le cas de loi pour des paramètres statistiques discontinus et discrètes. Voilà, je vais passer rapidement la loi de Bernoulli, c'est un cas particulier de la loi binomiale. Et là, on passe à des lois utilisées pour des variables continues. La première, c'est la loi normale. La loi normale, c'est un point très intéressant parce que c'est la distribution caractéristique d'un paramètre qui a une dispersion aléatoire. Lorsque vous avez une observation qui est généralement aléatoire, quand vous tracez l'histogramme, normalement vous obtenez une distribution de Gauss, une gaussienne, sous forme de cloche. Et c'est la distribution typique des paramètres qui suivent la loi normale. Donc, le but de voir ces lois, ce n'est pas de mémoriser ces formules mathématiques, mais plutôt de savoir à quoi servent ces lois et dans quel cas on utilise ces lois. Donc là, la loi normale, j'ai dit que c'est la loi de probabilité qui est utilisée pour les variables aléatoires. Donc, dès que vous avez une variable aléatoire à étudier, la première chose que vous allez commencer à faire, donc après votre première observation, etc., les paramètres statistiques de base, vous allez voir ce qu'on appelle un test de normalité. Vous allez voir est-ce que ce paramètre suit la loi normale. Et on va voir ces exemples. On va voir des exemples comment on peut voir est-ce que une distribution, c'est le deuxième exemple après le devoir qu'on a travaillé déjà. Vous allez voir que des méthodes pour voir est-ce que le paramètre suit la loi normale ou pas. Donc, est-ce que c'est un paramètre aléatoire ou pas. Alors, la fonction que vous avez devant vous, c'est la fonction qui permet de donner la densité de probabilité. Alors, la fonction de densité de probabilité, c'est une fonction similaire à ce qu'on a vu de la fonction de densité en statistique lorsqu'on trace les fréquences en fonction des individus, en fonction des x. La fréquence en fonction des x. C'est la même chose. Ici, on trace la fréquence en fonction des x, mais cette fréquence-là, pour un nombre infini. Donc, la densité de probabilité, c'est la même chose que les fréquences, mais pour un nombre infini d'individus. Dans votre échantillon, vous avez 10 individus,
ou bien 30 individus, vous allez tracer la fonction de densité, votre histogramme, vous allez le tracer. Donc, cette fonction, ça représente la fonction de densité statistique, en fait, la répartition des fréquences. Mais lorsque le nombre augmente vers l'infini, le nombre d'individus augmente vers l'infini, cette fonction va converger vers cette fonction-là que vous avez devant vous, cette fonction mathématique que vous avez devant vous, qui représente la fonction mathématique de la loi normale. Donc, cette fonction est caractérisée par deux paramètres importants, c'est la moyenne et l'écart type. On va voir ce que c'est. La moyenne et l'écart type, c'est des paramètres qui rentrent dans la formulation de cette fonction. Donc, et toujours la loi normale est caractérisée par nu et sigma. Nu, c'est la moyenne, sigma, c'est l'écart type. Donc, la connaissance de ces deux paramètres permet de conclure, de calculer l'air sous la courbe. Ça veut dire qu'on peut faire des opérations sous la courbe. Là, quand on trace cette fonction, on obtient cette forme. Donc, comme j'ai dit, c'est la forme caractéristique d'une distribution aléatoire. C'est que elle est représentée par une courbe en cloche, bien ce qu'on appelle une courbe gaussienne. Cette courbe, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle est symétrique par rapport à la moyenne, à nu. Donc, elle est symétrique par rapport à nu. Donc, vous avez deux points d'inflexion situés à nu plus ou moins sigma. Donc, nu plus sigma, vous avez ici un point d'inflexion. Nu moins sigma, vous avez un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est quand la fonction va changer de courbature. Elle va passer d'une forme concave à une forme convexe. Donc, c'est le cas. Donc, la fonction, elle est comme ça. Elle devient vers le haut, vers l'autre sens. Donc, il devient convexe vers le bas. Avant, il était concave vers le haut, etc. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que l'air sous la courbe, donc ça veut dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette courbe, ça veut dire la surface au-dessous de la courbe, est égale à 1. En fait, c'est la probabilité. Toute la probabilité est égale à 1. Donc, et la dernière caractéristique, c'est que normalement pour une distribution gaussienne, une distribution normale, généralement la moyenne, la médiane et le mode sont égales. Donc la moyenne, c'est la valeur moyenne, la médiane, c'est la valeur qui distribue qui coupe les données en deux, bien qui se situe au milieu de vos données. Ça veut dire que ça va coïncider avec la moyenne. Et le mode, c'est la valeur la plus fréquente. Vous avez la courbe là, ici. Ça représente normalement les fréquences. Et la valeur la plus fréquente, c'est le sommet de cette courbe-là, de la fonction. Et ça coïncide avec la moyenne. Alors, on passe à une autre fonction caractéristique de la loi normale, c'est la fonction de répartition. Donc, d'après cette fonction, la fonction de répartition, c'est la primitive de la fonction de densité. Et cette fonction-là, la fonction de densité, on a dit c'est la fréquence. Ça correspond aux fréquences. La fonction de répartition, puisqu'elle est la primitive, c'est l'intégrale. En statistique, c'est la fonction de répartition qu'on a étudiée. En fait, c'est les fréquences cumulées. Donc, et normalement, au début, vous avez 0 et ça va converger vers 1 à la fin, vers plus l'infini. Donc, à moins l'infini, la fonction est égale à 0 et à plus l'infini, il va converger vers 1. Alors, comme j'ai dit, la loi normale est notée, généralement, chaque loi normale est notée nu, n nu sigma, n nu sigma, entre parenthèses, et c'est caractéristique de chaque loi normale. Dès que la valeur de nu ou bien la valeur de sigma va changer, la fonction et comment elle est va changer aussi. Donc chaque n nu sigma, donc deux distributions qui ont le même n, c'est-à-dire ils ont la même moyenne et le même sigma, ils ont la même fonction de densité de probabilité et la même fonction de répartition. Donc la loi normale n'est valide que pour des valeurs, bien des paramètres aléatoires. Alors là, juste des exemples. Donc, je vais passer rapidement. Ici, l'effet de l'écart type, plus l'écart type il est petit,
plus la courbe va être très, très pointue vers la moyenne. Donc, vous avez une dispersion très, très petite, ça veut dire les points sont moins dispersés par rapport à la moyenne. Et plus l'écart type devient grand, plus la courbe va aplatir. Regardez, des exemples. Alors, là, je vais juste faire un saut sur Google Classroom pour voir est-ce qu'il y a des messages. Donc, c'est bon. Alors, je reviens sur ma présentation. Alors, la loi normale centrée réduite, c'est un cas particulier de la loi normale. C'est que quand vous avez un X qui suit une loi normale, de moyenne M et d'écart type sigma, on peut faire une transformation. Donc, en enlevant la moyenne et en divisant par l'écart type, on obtient un nouveau Z, un paramètre Z. Ce paramètre-là est dit une variable aléatoire centrée réduite. Centrée parce que quand on enlève la moyenne devient 0, la moyenne de la nouvelle du nouveau paramètre devient 0, et quand on divise par sigma, notre paramètre aura un écart type de 1. Donc, et la loi que suit le nouveau paramètre Z est une loi notée N01. C'est la loi normale centrée réduite, la loi normale de moyenne 0 et d'écart type égal à 1. Donc, généralement, quand on a une loi normale centrée réduite, quand on remplace la moyenne par 0 et l'écart type par 1, la fonction mathématique utilisée, je vais revenir vers la fonction de densité de probabilité, cette fonction-là, si vous remplacez sigma par 1 et nu par 0, cette fonction va être simplifiée. On tombe sur une fonction très très facile à manipuler. C'est la fonction 1 sur racine de 2pi, l'exponentielle de moins z au carré sur 2. Et cette fonction-là, elle est plus pratique en termes de calcul mathématique, etc. Donc, généralement, pas mal de gens, quand ils ont un paramètre qui suit une loi normale, ils font une transformation pour le rendre un paramètre qui suit la loi normale centrée réduite. Et normalement, z et x, ils ont les mêmes probabilités. Donc, la probabilité pour un x donné, c'est la probabilité de sa transformation à un z donné. Alors, je vais rapidement passer ça. Ce sont des exemples d'utilisation de la loi normale centrée réduite et de la loi normale. Donc, si vous avez des questions sur ces exercices, je vais y répondre. Alors, l'essentiel de cette partie, c'est de voir les autres lois. Donc, il y a pas mal de lois. Il y a la loi de Poisson. Et moi, j'ai proposé de voir ces lois-là, la loi Key 2, la loi Fischer, la loi Suden, c'est les lois les plus utilisées, surtout pour les gens qui font des statistiques pour des données de sciences exactes, des données vraiment issues de laboratoire et d'expériences scientifiques. Alors, je vais commencer par la loi Key 2. Donc, on a dit, la loi normale, elle est utilisée généralement pour les variables aléatoires, pour les expériences aléatoires. La loi Key 2, quand est-ce qu'on a un paramètre qui suit la loi Key 2? Donc, si vous avez un paramètre Key 2, c'est le x au carré ici, qui est issu de la somme de plusieurs termes, U1, U2, U3, U4, au carré. Donc, Key 2 est un paramètre qui est issu de la somme de plusieurs termes au carré, mais ces termes au carré, ils suivent la loi normale. Alors, dès que vous êtes en train de calculer une chose qui est en fait la somme carrée de plusieurs termes qui suivent la loi normale. Vous êtes en train d'étudier ou bien de manipuler un paramètre qui suit la loi Key 2. Donc, vous devez utiliser la loi Key 2 pour prédire les probabilités pour ce paramètre. Donc, un exemple concret d'un paramètre qui suit la loi Key 2, c'est la variance. En fait, si vous vous rappelez de la formule de la variance c'est la somme de plusieurs termes au carré sur n-1. Ces termes au carré, c'est x moins xm, bien x moins x bar. Donc, vous avez la somme de plusieurs termes, x moins xm au carré sur n-1. Donc, vous avez plusieurs termes.
x1 moins la moyenne plus, au carré, plus x2 moins la moyenne au carré, plus x3 moins la moyenne au carré. Donc, ces termes-là, puisque x suit la loi normale, x moins la moyenne suivent la loi normale, ce terme suit la loi normale, vous avez la variance qui est issue de la somme de plusieurs termes au carré qui suivent la loi normale. Donc, la variance, c'est suit la loi qui. Donc, juste un exemple de cas où vous allez utiliser la loi qui 2 et il y a des situations où pour la variance, on utilise la loi qui 2. Alors, la loi qui 2 est donc la loi normale, comme on l'a vu. La loi normale, il est... Ça fait Inch'Allah. Inch'Allah, Allah يحفظك سي حسن, شكرا. Alors, pardon, donc, comme j'ai dit, pour la loi normale, vous avez une caractéristique très importante, c'est que les deux paramètres caractéristiques, c'est la moyenne et la variance, ou bien l'écart type, c'est la moyenne et l'écart type. Donc, chaque loi est notée N nu sigma. Nu, c'est la moyenne, sigma, c'est l'écart type. Alors, le paramètre caractéristique d'un paramètre qui suit la loi qui 2, c'est son degré de liberté. En fait, le degré de liberté d'un paramètre qui suit la loi qui 2, c'est le nombre d'éléments qui ont participé à la constitution du paramètre qui suit la loi qui 2. En fait, puisque, par exemple, là, dans cet exemple que vous avez ici, qui de carré, c'est nu1 au carré plus u2 au carré plus u3 au carré jusqu'à u nu au carré. Nu, ça représente le nombre de termes qui ont participé ou bien qui sont engendrés dans le calcul du paramètre qui suit la loi qui 2. Et donc, pardon, c'est bien. Oui. Hein? Oui, شنو صافي parfait ديال اليوم Donc, pardon, je reprends, comme je l'ai dit. Donc, le nombre de termes qui ont participé à la constitution de ce paramètre, ça représente le degré de liberté. Donc, et c'est un paramètre caractéristique de la loi qui 2. Vous avez la loi qui 2. Chaque paramètre qui suit la loi qui 2, il est caractérisé par son degré de liberté. Donc, quand vous allez utiliser la loi normale, vous avez deux paramètres qui sont importants à savoir, c'est la moyenne et l'écart type. Quand vous êtes en train de manipuler des données qui suivent la loi qui 2, ou bien vous êtes en train d'utiliser la loi qui 2 pour prédire des probabilités, vous devez obligatoirement savoir le degré de liberté de votre paramètre qui suit la loi qui 2. Alors, notez que x carré, x majuscule au carré, ça représente le paramètre qui suit la loi qui 2. Et les petits x au carré symbolisent les variables. Donc, c'est juste une sorte d'annotation. Là, c'est la fonction mathématique, en fait. Je pense que c'est pas important parce que nous, on va utiliser les fonctions Excel, etc. pour prédire ces probabilités, ou bien des logiciels qui vont nous calculer ces probabilités, ou bien les tables. Donc, il y a déjà des tables qui sont déjà prêtes, à savoir, vous avez que la taille d'échantillon et le degré de liberté qui 2. Et donc, je pense que c'est pas très important pour moi, mais c'est quand même la moindre des choses de savoir comment elle est la fonction de la loi qui 2. La fonction normale, on a vu que c'est la courbe de cloche, c'est la courbe en cloche, mais la loi qui 2, ça change en fait en fonction de degré de liberté. Vous avez dans ce graphique-là, df c'est égal à 1, df égal à 4, df égal à 9, df égal à 15. Donc, plus le degré of freedom, le degré de liberté, c'est le degré of freedom, augmente, plus la courbe va changer vraiment de forme. Donc, est-ce que vous pouvez désactiver le micro?
Mohsin, marche. Ok, donc on va reprendre. استاذ راني كندير واحد الكور اون لين باردون. Alors, donc, pardon, pareil pour ce graphique, elle représente la même chose. Donc, le nombre d'individus, c'est le degré de liberté qui va changer et qui va présenter la forme de la courbe qui va changer également. Vous avez ici, pour information, une possibilité de faire une transformation à votre paramètre qui suit la loi Ki2 pour obtenir un nouveau paramètre qui suit la loi normale. Et c'est possible pour calculer les probabilités plus facilement avec la loi normale qu'avec la loi Ki2. Alors là, c'est l'utilisation de la table de Ki2. Je vais passer rapidement par cet exemple. Et la loi Ki2, elle est utilisée dans pas mal d'applications, parmi le test de comparaison de proportions, le test de conformité d'une distribution observée à une distribution attendue. Lorsque vous comparez une distribution observée à une autre distribution, voilà. Donc, on utilise la loi Ki2. Test d'indépendance de deux caractères qualitatifs, on utilise la loi Ki2. Dans des intervalles de confiance d'une variance, on utilise la loi Ki2. Dans le test de comparaison d'une variance observée à une variance attendue, on utilise la loi Ki2. Des cas où on est censé utiliser la loi Ki2. Je passe à la deuxième loi. Alors, on a vu la loi binomiale, la loi normale, et là on est la loi Ki2, et là on est sur la loi de Fisher. Alors, maintenant on va essayer de comprendre quand est-ce qu'on va utiliser la loi de Fisher. Alors, on va utiliser la loi de Fisher pour tout paramètre issu de rapport entre deux autres paramètres qui suivent la loi Ki2. Regardez, le F ici égale un Ki2 1 divisé par un Ki2 2. Donc, vous avez deux paramètres qui suivent la loi Ki2. Le rapport entre ces deux paramètres, cette quotient-là, va vous donner un nouveau paramètre F. Donc, si vous êtes en train de calculer un rapport entre deux variances, ce rapport-là, c'est un paramètre qui suit la loi de Fisher. Et il est caractérisé par deux paramètres importants, ce sont les degrés de liberté de Ki2 1, Ki2 2. Donc, c'est nu1 et nu2. Donc, ce paramètre F qu'on a calculé, il suit la loi de Fisher avec nu1 et nu2 comme degré de liberté. Donc, la loi de Fisher, elle est caractérisée par deux degrés de liberté qui sont les degrés de liberté des paramètres Ki2 qui étaient utilisés pour faire le calcul de ce paramètre de Fisher. Donc, généralement, on va utiliser cette loi de Fisher dans pas mal d'analyses de variance parce qu'on va calculer le rapport entre ces deux variances. On va obtenir une valeur de F observée qu'on va calculer à des valeurs tabulées et faire des conclusions dans des tests d'hypothèses. Pareil, là, on représente la fonction de densité de probabilité en fonction des nu1 et nu2. Donc, ça va changer en fonction de nu1 et nu2. Et là, on a des utilisations de la table de Fisher que vous pouvez regarder à tête reposée. Donc là, je peux expliquer tout ça juste après. Donc la variable aléatoire F nu1 nu2, donc la loi de Fisher est utilisée généralement pour la comparaison entre deux variances estimées. Et dans le test d'analyse de variance qu'on va voir juste dans le chapitre, donc il nous reste là deux chapitres. Le chapitre prochain, c'est les tests d'hypothèse et statistiques inférentielles. Et le chapitre d'après, c'est la régression linéaire simple et multiple.
Donc, et on va utiliser ce paramètre F nu1, nu2 pas mal de fois dans la régression simple et dans les tests d'hypothèse, bien sûr. On arrive sur la loi de Student. Donc, quand est-ce qu'on utilise une loi de Student ou quand est-ce qu'on est dans le cas d'un paramètre qui suit la loi de Student, c'est quand ce paramètre est issu d'un rapport entre un paramètre qui suit la loi normale divisé sur la racine carrée d'un paramètre qui suit la loi qui 2. Donc, et là, vous êtes un rapport entre loi normale, loi qui 2. Vous êtes en train de calculer un paramètre qui suit la loi de Student. Vous allez utiliser cette loi pour prédire les probabilités, etc. Donc, un cas particulier de la loi du student, c'est que elle est intéressante que pour des degrés de liberté inférieurs à 30. Si vous avez des degrés de liberté, donc nombre d'individus supérieur à 30, la loi de student va converger vers une loi normale. Donc, regardez, T for degree freedom equal to 5, donc là, dans ce graphique, quand vous avez un paramètre de students pour un degré de liberté, une distribution de students pour un degré de liberté de 5, T pour un degré de liberté égal à 20. Est-ce que vous pouvez désactiver le micro, s'il vous plaît? J'espère que vous n'avez pas de problème pour la suite. Ça marche? Vous suivez? Alors, je vais juste reprendre. Donc, on a vu la loi binomiale, la loi normale, et un cas particulier de la loi normale, c'est la loi normale centre réduite. On a vu la loi de qui 2, la loi de Fischer, et on est en train de voir la loi de Student. Donc, comme j'ai dit, ce graphique représente la distribution de students pour différents degrés de liberté. Donc, pour degré de liberté égal à 5, vous avez la répartition de students. Pour degré de liberté égal à 20, vous avez une répartition. Et pour supérieur, on va tomber sur une répartition de Z, c'est-à-dire une loi normale centrée réduite. Donc, student est utilisé pour des degrés de liberté qui sont inférieurs à 30. Si vous avez des degrés de liberté supérieurs à 30, donc une taille d'échantillon utilisée, mais une taille de votre paramètre X qui est supérieure à 30, c'est plus la peine d'utiliser la loi de Student. Il vaut mieux utiliser une loi normale centrée réduite. Bon, donc là, on a des utilisations pour calculer la table de Student. Là, vous avez des tables qui donnent la loi des valeurs de la loi de Student. Donc, vous pouvez voir juste en tête reposée. Donc là, je pense que c'est fini pour cette partie de loi de probabilité. Je vais essayer maintenant d'ouvrir notre devoir, pardon.
Alors, pardon, je vais juste rapidement la présentation présenter maintenant. Fenêtre d'application. En attendant que le document s'ouvre. J'espère que je vais juste vérifier. Alors c'est bon, je pense que ça va. D'accord. Bon, là, je vais essayer de reprendre cet exemple. Là, je vais fermer ça. C'est rien. Je vais fermer ça. Et comme ça, on a mon tableau. Alors, c'est un exemple où on souhaite étudier la relation entre la qualité d'arôme par rapport à plusieurs paramètres physico-chimiques qui sont l'acide tartrique, l'acide malique, la concentration en sel et le pH d'un produit donné. Alors, la première question, c'était d'utiliser les opérateurs mathématiques plus, moins et de multiplication pour calculer la moyenne de pH et la variance pH. Donc, pour calculer la moyenne, c'est facile. Donc, on va faire égal. On va faire la parenthèse. Ça plus cette cellule plus cette cellule plus cette cellule plus cette cellule. Et je vais diviser par le nombre de cellules qui est 1, 2, 3, 4, 5, qui est 6. Hop là, et j'ai utilisé les opérateurs mathématiques pour faire le calcul de la variance, de la moyenne. Alors, pour calculer la variance, c'est pas évident de faire ça par, par, en une seule fois, comme on l'a fait pour la moyenne. Il faut vraiment faire des calculs. Alors, je rappelle que la variance, c'est la somme des termes xi moins xm au carré, et tout ça qu'on doit diviser par n moins 1. Donc, je vais faire la somme des xi moins xm au carré. Je vais diviser par moins 1. Alors, je vais faire ça en plusieurs étapes. D'abord, je vais calculer xi moins xm. Alors, j'ai les valeurs ici de pH. Ici, je dois faire égal cette cellule moins la moyenne qui est 2,4, etc. Donc là, je vais faire ça. Et en fait, je dois cliquer sur F4 pour figer cette cellule qui ne change pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais juste reprendre. Ici, j'ai mis la cellule B19 moins la cellule C15. J'ai sélectionné la cellule C15 et j'ai cliqué sur F4 pour ajouter les dollars. Alors, le but des dollars, c'est de figer cette cellule qui change pas. Alors, je vais juste expliquer ça, pardon. Expliquer ça, par exemple. Si, par exemple, j'ai mis 1 ici et 1 ici. Donc, j'ai deux cellules. La cellule F
18 et la cellule G17. Si je prends cette cellule-là et je lui dis que je veux faire un calcul égal ça plus ça. En fait, je demande à Excel, dans cette cellule, de calculer la somme de la cellule qui est à gauche plus la cellule qui est au-dessus. Donc, lui, il va prendre que dans cette... À chaque fois, je copie ici, je copie cette formule, par exemple, je copie cette formule, copier, et je vais la coller ici. Je vais faire un collage ici. Il me donne 0. Pourquoi? Parce que cette cellule, j'ai demandé à cette cellule de calculer tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche, plus tout ce qui est au-dessus. Ici, il va faire la même chose. Normalement, si je clique ici, il va calculer la somme de la cellule bleue plus la somme de la cellule rouge. En fait, il calcule la cellule qui est à gauche plus la cellule qui est à droite. Et du coup, le fait de copier la formule et la coller autrement, il va vraiment, ça va changer de référentiel. Et le nouveau référentiel, c'est la cellule dans laquelle on a copié la formule. Le but des dollars, par exemple, là, je vais mettre 3 plus 2, ça va donner 5. Le but des dollars, en fait, c'est de figer une cellule. Donc là, par exemple, si je fais le calcul et je mets les dollars ici, je clique sur F4, hop. Alors je dis que cette cellule, il calcule la cellule qui est à gauche, plus la cellule qui est au-dessus, plus la cellule qui est au-dessus, mais comme on a ajouté les dollars, cette cellule ne va pas changer. Donc il va être figé, va être fixé dans les cellules qui sont juste dans le cas d'un autre calcul. Et ce que je vais faire ici, je vais copier la cellule ici, je vais copier, et quand je colle, regardez, ça donne 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cellule ici que j'ai pas mis de dollars, la cellule bleue, va changer. Donc, il va prendre la cellule qui est à droite ici, mais pas la cellule qui est au-dessus, elle va rester la même. Donc, c'est pour ça qu'on met les dollars. Sachant que je peux faire d'autres manières de figer, c'est-à-dire je peux figer que la ligne 17, je vais mettre le dollar que la ligne 17, je peux figer que la colonne G, donc la colonne G ne va pas changer, mais si je monte bien, je descends, la ligne va changer. Et je peux figer le tout. Donc, c'est ça, c'est ce qui est important. Alors, cet exemple, vous pouvez l'utiliser. Cet exemple, vous pouvez l'utiliser dans le calcul, par exemple, d'une table de multiplication. Essayez, par exemple, d'utiliser 5 lignes 1 à 5 et 5 colonnes 1 à 5 et réaliser la table de multiplication colonne par ligne. Donc, en une seule formule que vous devez généraliser sur toutes les formules. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai demandé dans cette cellule de prendre la cellule qui est à droite et d'enlever la moyenne. Et j'ai figé la moyenne pour qu'il ne change pas. Alors, lorsque je généralise ce calcul ici sur le reste en faisant comme ça, donc en attendant que le curseur devienne noir, un croix noir, un plus noir, et on généralise le calcul, alors il va faire la même chose. Ici, il va prendre la cellule qui est à droite, il va enlever la moyenne. La cellule qui est à gauche, il va enlever la moyenne. Ici, il va faire la même chose. Il va prendre la cellule qui est à gauche, il va enlever la même valeur de la moyenne parce que j'ai fixé cette cellule qui ne change pas, etc. Alors, j'ai calculé ici, normalement, j'ai calculé les x moins xm. J'ai calculé x moins xm et je peux même calculer x moins xm au carré. Alors, je dois mettre le carré, donc égal cette cellule à la puissance 2. Donc voilà, hop, et je vais généraliser ce calcul. Donc, à chaque fois, il va prendre la cellule qui est à gauche, il va la mettre au carré.
Et là, je dois calculer la somme. Donc là, tout en utilisant les opérateurs mathématiques plus, etc. Donc, égal cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur. Et j'ai calculé la somme. Et je dois diviser que par n-1. Ici, je vais mettre égal cette somme, carré des écarts, divisé par le n-1, puisqu'on a 6, on va diviser par 5. Voilà. Donc voilà, j'ai utilisé les opérateurs mathématiques, les opérations mathématiques pour faire ce calcul sur Excel, sachant que dans Excel, il y a des formules où ils peuvent facilement calculer ces paramètres sans passer par les calculs. Mais le but de cette partie, c'est de vraiment utiliser le calcul par des colonnes pour faire des transformations sur des données, etc. Donc, c'est très important de savoir que Excel, on peut faire des opérations mathématiques de calcul. Alors, ici, on va utiliser les fonctions Excel statistiques pour calculer ces paramètres. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer pour aromatique, je vais généraliser le calcul. Je vais mettre égal pour les qualités d'arôme. En fait, le max égale max, c'est la fonction max. Donc, et je vais sélectionner arôme. Voilà. C'est 8. Donc, c'est en fait, c'est 8. Donc, voilà. Le min, c'est la même chose. C'est la fonction min égale min. Voilà. Et je vais sélectionner. Hop. Min. Voilà. Entrée. Il va donner le min. La somme égale. Il y a une fonction somme. Voilà. Je vais sélectionner. Hop. Ici, par qualité d'arôme. Là, la somme, c'est 27. La moyenne égale moyenne. Pour ceux qui ont un Excel en anglais, c'est average. Voilà. C'est la moyenne. La médiane égale médiane, je pense. Mais sauf que, ouais, médiane. Le percentile 25 égale percentile 25, donc je sais pas la formule. Alors, pour faire ça, pour avoir, si vous ne savez pas la formule, vous allez, je pense que c'est quartile. Quartile, voilà, quartile. Et je dois sélectionner la matrice, ça veut dire les données. Voilà, elles sont là les données. Point virgule. Et le quart, je dois mettre 1, regardez, 0 pour la valeur minimale, 1 pour le premier quartile, 2 pour le deuxième quartile, pour le quartile moyen. Le centile, c'est la médiane, et 3 pour le quartile 75e. Alors ici, je dois mettre, pour le percentile 25, je dois mettre 1. Voilà, hop, ils vont me donner le percentile 25 également, égal quartile. Alors pour ceux qui ne savent pas, la formule Excel pour une fonction, vous pouvez y aller sur le petit fx ici dans la barre insérer une fonction. Et vous pouvez utiliser une partie précise, par exemple statistique, et je vais chercher la fonction que je suis en train de chercher, par exemple, le quartile. Je pense que c'est ici, hop, quartile, voilà, etc. Donc là, vous pouvez trouver la fonction alors ici, donc égal quartile, la matrice, c'est la même matrice, point virgule, et là je vais mettre 3 parce que je cherche le 75e, voilà, et la variance égale var, je pense, c'est var, et je dois sélectionner, hop, les données, et l'écart type égale
Normalement, soit c'est écart type, ou bien c'est la racine de la variance. Donc, vous pouvez faire soit racine de la variance, voilà. Ou bien je peux faire également égal écart type, écart type P, écart type. C'est l'écart type standard. Et je dois sélectionner, hop, va tomber sur la même valeur. Alors, ce que je vais faire ici, regardez, je vais sélectionner ces cellules et je vais généraliser le calcul pour le reste. Donc, ici, puisque je passe d'un pas à droite, ici, il va calculer le max de quoi? De la cellule qui vont passer à droite aussi d'un pas. Donc, ça change de référentiel, comme j'ai dit. Si vous souhaitez que les cellules de calcul ne changent pas, vous devez mettre les $. OK, bon, donc je pense que ça va. Alors, on passe à ce que c'est une boîte à moustache. La boîte à moustache, c'est une représentation. En anglais, on dit box plot. C'est une représentation graphique qui permet d'intégrer tous ces données en un seul graphique. Vous pouvez avoir le max, le min, la médiane, la moyenne, etc. Et il y a pas mal de choses. C'est très difficile de le faire sur Excel. Je pense qu'il y avait des gens qui ont utilisé Excel. Vous devez faire des calculs, etc. Moi, ce que je propose des macros. Il y a des macros, mais des macros qui fonctionnent que pour 2017. J'ai essayé de les faire fonctionner sur Excel 2016 que j'ai, mais je n'ai pas pu y arriver. Je recommande et je vous ai recommandé d'installer le Key Macro. Et je vous ai donné un lien ici, que vous pouvez obtenir une licence de 6 mois pour les étudiants. Il suffit juste de remplir un formulaire et de leur envoyer votre attestation d'inscription. Ils vont vous donner un lien pour télécharger la version de 6 mois d'essai de Key Macro. Donc, Key Macro, c'est un ensemble d'ingénieurs qui ont regroupé pas mal de macros statistiques afin de répondre à plusieurs besoins. Vous pouvez faire de l'analyse statistique, vous pouvez faire des probabilités, vous pouvez faire tracer des graphiques de capacité, etc. pour les gens qui font la qualité, etc. Alors, ce que je vais essayer ici, c'est de sélectionner mes paramètres à moi. Et je vais y aller sur le complément Key Macro. J'ai ici un onglet Key Macro. Et là, je vais sur Box, Scatterplot. Et je vais Box US Skills, c'est boîte et moustache. Et hop, tout le travail va être fait d'une manière vraiment systématique. Donc, il a pris les données, il les a mis sur une nouvelle feuille. Il me demande est-ce que les données sont en row ou column, ça veut dire est-ce qu'ils sont des colonnes ou bien des lignes. Je fais sélectionner des colonnes. Donc, il va commencer à faire, et voilà, il me trace les boîtes à moustaches. Alors, c'est une représentation très pratique et très réputée pour représenter des données statistiquement. C'est-à-dire, vous pouvez voir d'une première vue où se situent les données. Vous pouvez avoir une idée sur les dispersions, mais vous pouvez également détecter des valeurs aberrantes. Donc, normalement, s'il y a des valeurs aberrantes, vous devez avoir des points individus qui sont très loin de la population que vous avez. Donc, vous pouvez dire que cette valeur est très différente par rapport à la population. Soit elle est très grande, soit elle est très petite, etc. Donc ça représente, etc. Vous pouvez avoir une idée également sur la dispersion, parce que plus la boîte à moustache elle est étroite, plus c'est moins dispersé, plus elle est grande, plus elle est dispersée, etc. Donc vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez même également tracer des boîtes à moustache de chaque paramètre tout seul. Donc ça c'était la partie. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de copier le graphique. Je vais le mettre ici.
Voilà. Donc là, c'était le but de cette partie, c'est que vous puissiez découvrir ce que c'est le boîte à message et à quoi servent et essayer de les tracer. Et je vous recommande vivement d'installer le Key Macro ou bien le XLStat. Mais le problème de XLStat, c'est que vous devez acheter la licence, alors que Key Macro, il propose cette opportunité d'utiliser c'est 6 mois d'essai. Alors, ce que je propose pour ce cours, c'est que vous pouvez prendre une licence une licence d'essai d'un mois. Donc, pour faire juste le travail que je demande et de laisser la licence de 6 mois lorsque vous aurez vraiment besoin par exemple, dans un stage de fin d'études, etc., pour que vous aurez besoin des outils statistiques pour ceux qui vont faire des stages. Alors ici, on doit calculer, calculer la matrice de covariance. En fait, ici, nous allons calculer la covariance. En fait, il y a la formule de covariance que vous pouvez calculer, mais vous pouvez également calculer la covariance par on peut calculer la covariance par par les formules mathématiques. Moi, je vais essayer de le faire. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, hop. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de prendre, par exemple, qualité d'arôme acide tartrique. Juste pour vous montrer comment faire pour faire un calcul sur Excel. Alors, je vais prendre ça, c'est mon Y, ça c'est mon X, voilà, normalement, et je dois faire calculer la covariance. En fait, la covariance, ce n'est que la somme. La somme, je vais mettre ici, somme, sauf X moins XM, facteur de Y moins YM. Hein, tout ça divisé par N-1. Ça marche? On va utiliser X moins XM, on va utiliser Y moins YM. Et donc là, j'ai besoin de la moyenne égale moyenne Y. Et là, égale, ou bien pardon, je pourrais faire autrement, pourrais faire comme ça. Je vais calculer la moyenne X, donc là vous avez YM, et là vous avez XM, et je peux calculer X moins XM, facteur de Y moins YM. Je peux faire un calcul comme ça, hop, je vais faire égal, c'est le produit de Y moins YM, et je dois mettre F4 pour mettre les dollars pour figer cette cellule, multiplié par X moins XM, et je vais faire F4 pour insérer les dollars. D'accord? Hop, et là, j'ai le produit. Voilà. Donc là, vous savez la somme, je dois faire la somme, égale, donc il y a la somme, ces valeurs, voilà, et je dois diviser la covariance, X, Y, la covariance X, Y, c'est égal à cette somme divisée par n-1 qui est 5.
Et voilà, la valeur de la covariance que vous devez normalement calculer. Alors, j'ai fait des calculs. Alors, mais il y a une fonction que vous pouvez, c'est la covariance standard, que vous pouvez utiliser pour calculer la covariance. Donc là, c'est la covariance qualité d'arôme, qualité d'arôme. Normalement, la covariance entre qualité d'arôme et qualité d'arôme, c'est la variance qualité d'arôme que vous avez déjà ici. Alors, je vais prendre déjà variance. Je vais prendre ça. En fait, ça, les valeurs de variance sont la diagonale, CTRL C. Donc, qualité d'arôme, c'est la covariance, qualité d'arôme, c'est la variance, qualité d'arôme. Et il y avait un truc ici que je ne devrais pas faire normalement. Je ne devrais pas en fait copier et coller. Copier ici. Là, il faut faire un collage spécial. Pour faire un collage spécial, il faut cliquer sur valeur et non pas les formules pour éviter que de. Alors là, je peux également faire autrement. Ça a bloqué un petit peu. Je sais pas. Ça bloque. Alors, on va attendre que ça. Je vais revenir sur la visioconférence pour voir. Il y a des messages. Là, en attendant que ça, mon fichier Excel a bloqué. Je sais pas, ça bloque. Je vais dans I20, J20. Juste réduire. Ça bloque carrément. Ça vraiment bloque, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais revenir sur vos questions en attendant que ça. Alors, 5 ou 6. Myriam, Msala. Pourquoi 5 ou 6? Vous parlez de quoi quand vous dites 5 ou 6? On divise sur 5, non? Pourquoi on divise sur 5? Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, concernant la moyenne, on a 5 colonnes et vous avez divisé par 6. Il y a 6 valeurs, mais pas 5 colonnes. On Non, divise par le nombre de valeurs. oui, Quand on calcule la moyenne, il y a 5 valeurs, pas 6. oui, il y a 5 Oui, et c'est juste vous une avez erreur. divisé par 6. Oui, c'est juste une erreur. J'ai cru qu'il y a 6. Oui, je dois diviser par 5. D'accord. Exact. Mais j'ai un petit souci sur mon fichier Excel. Je vais sauvegarder. Je vais arrêter la présentation juste un moment.
Et je vais revenir vers vous pour voir pourquoi ça bloque. Arrêtez la présentation. Fermez le fichier. Je vais essayer de le réouvrir. Exact. Alors, hop. Je vais revenir vers vous. Présenter maintenant. D'avoir un. Et voilà. Là, je suis revenu. Alors là, donc là, puisqu'il y a 5 valeurs, je dois diviser ici par 5 et ici par 4 et non pas 5. Par 4, par n-1, ça veut dire 4. Là, je pense que j'ai utilisé la bonne formule. Mais ici, également, pour calculer la covariance, je dois diviser par 4, non pas 5. Hop, voilà. Alors, je vais commencer donc égal acétartrique, c'est la variance, égal acide malique, voilà, égal concentration de sel, égal de pH. Voilà. Là, j'ai les valeurs. Je vais supprimer ça. Voilà. D'accord. Maintenant, pour la covariance acétartrique, qualité d'arôme égale, donc je vais faire la covariance, bien covariance standard. Matrice 1, c'est, je dois remonter ici, c'est qualité d'arôme, point virgule, et la deuxième, c'est acétartrique. Et là, vous pouvez calculer, moins 0,17, normalement, c'est la valeur qu'on doit obtenir ici. La covariance acétartrique, qualité d'arôme. Donc, il y a une petite erreur ici. Alors, covariance. C'est la valeur que j'avais avant quand j'ai divisé par 5, n'est-ce pas? Normalement, égale covariance. Je vais utiliser covariance standard. Je vais essayer ici. Qualité d'arôme, point virgule, acétartrique. Voilà. Et c'est la valeur exacte là, divisé par 4. Voilà. Donc, nous devons utiliser la même chose pour, par exemple, qualité d'arôme acide malique, donc égale covariance standard et qualité d'arôme, point virgule, acide malique, entrée, et voilà, égale covariance standard. Donc la première, c'est qualité d'arôme. Je vais sélectionner la colonne qualité d'arôme, point virgule, concentration en sel. Voilà, égale covariance standard, qualité d'arôme, pH. Voilà, qualité d'arôme, point virgule, pH.
Et vous devez normalement continuer ce tableau. Voilà, c'est un tableau que vous aurez qui est diagonalisé par la variance, par les valeurs de variance, et qui est symétrique. Normalement, les valeurs ici doivent être les valeurs ici parce que la covariance acétate qualité d'arôme est égale à la covariance qualité d'arôme acétate. La covariance XY est égale à la covariance YX, etc. Donc, j'avais des étudiants qui ont calculé qu'une partie parmi ces deux parties. Donc, je vais juste m'arrêter un petit peu. Oui? Oui? الثالث ديال التحت فوالا بدلتو الثالث عادي نمشيو دابا Alors, je vais reprendre. Et là, vous devez faire la même chose pour calculer ça. Je vais compléter tout ça tout seul et je vais vous envoyer le fichier final pour comparer votre travail à ce que on est en train de faire là. Alors, je vais juste tarder sur ce que c'est la covariance et à quoi sert la covariance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à cette question? Je vais revenir à la covariance ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, pourquoi on utilise la covariance? À quoi sert la covariance? Le paramètre covariance, il est utilisé pourquoi? Hajar, vous pouvez activer le micro et répondre. J'attends toujours. Monsieur, Oui, je suis Amina Azizi. oui. Je crois que la covariance, on la calcule pour déterminer la variation de deux variables par rapport à la moyenne. La variation de deux variables par rapport à la moyenne, non. Non, Non? non. Non. Alors,
Dans quelle partie on a vu la covariance? Le paramètre covariance, on l'a vu dans quelle partie du cours? Donc, c'est très important ce qu'on est en train de dire là. Le bivarié. Distribution bivariée. À quoi sert l'analyse bivariée? À quoi sert l'analyse bivariée? Ça rentre dans le cadre d'étudier la liaison ou bien la relation entre deux séries de mesures, entre deux variables. Vous avez deux paramètres et vous souhaitez utiliser, ou bien étudier la relation entre les deux. Est-ce qu'il y a une relation ou pas? Est-ce que le fait de varier un, est-ce qu'il engendre une variation pour l'autre? Et c'est ça le but. En fait, c'est de déterminer la nature de la relation. Alors, pour un premier pas, la covariance, c'est un paramètre d'analyse, bien c'est un paramètre statistique qui est dans ce but, c'est d'étudier la relation entre deux paramètres. Le problème c'est que le paramètre de covariance, il est un peu limité. Pourquoi? Parce que on ne peut se, se, se focaliser que sur son signe. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et c'est tout. Ça marche? Normalement, si la covariance est une valeur positive, ça veut dire que la covariance X, Y est positive, c'est-à-dire le fait d'augmenter X, Y va généralement augmenter. Il y a une relation positive. Et si vous avez une covariance négative, c'est que vous avez une covariance négative, c'est-à-dire quand X va augmenter, Y va diminuer. Il y a une relation négative entre les deux. Ça marche? Mais c'est pas vraiment proportionnel et c'est pas vraiment minime. On peut pas qualifier la qualité de cette relation. On peut juste savoir est-ce qu'elle est positive ou négative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, covariance nulle. En fait, deux paramètres qui sont indépendants, ils ont une covariance nulle. Si vous calculez la covariance, vous trouvez qu'elle est nulle, vous ne pouvez pas dire que les deux paramètres sont indépendants. Donc, et vice-versa. Donc, ça, c'est vraiment assez complexe. C'est pour ça qu'on pense à un autre paramètre qui est plus qualitativement plus prédictif et plus clair en ce point de qualifier la relation entre deux paramètres, qui est le paramètre, bien le coefficient de corrélation. Alors, le coefficient de corrélation est là pour but de calculer une entité, un paramètre statistique, qui va dire est-ce que la relation est positive ou bien négative et comment elle est la qualité de cette relation. Le coefficient de corrélation, s'il est proche de 1, on est proche d'une relation parfaite entre X et Y et une relation positive. S'il est proche de -1, on a une relation négative parfaite, donc on est proche d'une proportionnalité négative entre X et Y. Et s'il est proche de 0, ça veut dire que la qualité de la liaison entre X et Y tend vers 0 et il n'y a pas de relation, il y a de l'indépendance, que X est indépendant de Y et vice versa, Y indépendant de X, il y a une indépendance entre les deux paramètres. Donc, la covariance ne permet pas, de vraiment juger la qualité entre deux relations. On se, ça va, des mazem, sandwich. Alors, je vais juste faire une pause et je reviens dans 10-15 minutes. Ça marche?
Désolé, c'est moi. Donc rapidement pour finir, j'étais en train de discuter ce que c'est la covariance et ce que c'est le paramètre de corrélation. Alors j'ai dit que le paramètre de corrélation, c'est un paramètre, le coefficient de corrélation, c'est un paramètre qui permet de mieux expliquer une relation, mieux figurer une relation entre deux paramètres. Donc plus il est proche de 1, plus la relation elle est positivement forte entre les deux liaisons. Si le coefficient de corrélation est égal à 1, c'est-à-dire vous avez une relation linéaire parfaite entre x et y. Si égale moins 1, c'est également une relation linéaire parfaite entre x et y, mais elle est décroissante. Quand x augmente, y va diminuer. Quand on est proche de 1, on est vraiment proche de quelque chose d'une droite, etc. Donc, plus on est proche de 0, plus on est dans le cas d'indépendance entre les deux paramètres. Alors là, on va essayer de... Alors, généralement, qualité d'arôme, en fonction de qualité d'arôme, normalement, nous devons obtenir une valeur des diagonaux qui est égale normalement à 1. C'est normal parce que qualité d'arôme, ça va être vraiment une droite diagonale. Dans la diagonale, vous aurez la valeur, une droite. Donc là, covariance acide tartrique, qualité d'arôme. Donc là, on va essayer de voir covariance. Non, pardon, c'est pas covariance, c'est corrélation. Coefficient, corrélation. Voilà. Coefficient corrélation. Et là, vous devez indiquer les matrices. Acide tartrique, qualité d'arôme. Acide tartrique. Voilà. Sélectionne, point virgule. Qualité d'arôme acide tartrique ou bien acide tartrique qualité d'arôme, ça va revenir à la même chose. Donc on est à moins 0,19. Donc on est proche de 0 et loin de 1. Donc la relation entre acide tartrique et qualité d'arôme, elle est vraiment très faible. Voilà. Donc je vais essayer de refaire la même chose. Donc égal acide malique qualité d'arôme. Donc pareil. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais en fait faire la même chose ici, comme ça. Et je vais essayer de régler ça rapidement. Hop, hop, hop. Alors, ici, donc, je vais masquer presque tout ce qui était avant. Bouton droit. Masquer. Voilà. Alors, donc ici, donc je sélectionne, j'ai acide matrique, donc acide qualité d'arôme acide tartrique. Je passe au suivant, et là je vais juste qualité d'arôme avec acide malique. Pareil, ici, c'est qualité d'arôme. Qualité d'arôme avec concentration sel. Ici, parce que j'ai tout masqué. Là. Donc, je pense que vous suivez ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de copier la même formule, mais je change les matrices. Je vais les adapter selon le besoin. Là, j'ai tout fait. Donc là, qualité d'arôme acide tartrique, qualité d'arôme acide malique, qualité d'arôme, ici, qualité d'arôme concentration sel, et ici, vous voyez qualité d'arôme et pH. Je
faire la même chose ici. Ici, acide malique, acide tartrique. Donc là, bien, hop. Voilà, c'est bon. Ici, j'ai acide tartrique, pH. Non, je dois avoir acide tartrique, concentration de sel. Et ici, acide tartrique, pH. C'est très bien. Pareil. Alors ici, on va voir acide malique, normalement, acide malique, je dois tomber sur quelque chose de 1, tomber sur 1. Ici, concentration de sel, acide malique, concentration de sel, acide malique, concentration de sel, non. Et acide malique, pH. Voilà. Ici, concentration de sel, je dois avoir 1. Et concentration de sel, pH. Voilà. Et là, je dois tomber sur 1. Je dois avoir 1 normalement. 1. Là. Et supprimer ces valeurs parce que je n'aurai plus besoin. Et voilà, là j'ai constitué la matrice de covariance. Ici, en fait, c'est la diagonale et c'est symétrique. En fait, cette valeur doit être ici également, là, etc. Alors, est-ce qu'il y a des relations fortes ici? Donc, on va voir généralement, on a des valeurs qui sont proches de 0, comme le coefficient de corrélation entre qualité d'arôme et acide tartrique qui est vraiment faible, moins 0,19. On a une relation ici forte entre concentration de sel et la qualité d'arôme qui est de 0,82, on est proche de 1, etc. Alors ici, le but, c'est de tracer des graphiques de nuages de points qui vont permettre de visualiser la relation entre les paramètres. Donc c'est facile, normalement on sélectionne les données et on va vers un menu insertion. Ici, nuage de points. Ça va être facile. Alors, pour avoir des choses de plus en plus pratiques, il faut tracer nuage de points par nuage de points. Donc là, insertion. J'ai sélectionné qualité d'arôme acide tartrique. Nuage de points. Hop. Et là, j'ai le premier graphique acide tartrique en fonction de qualité d'arôme. Donc normalement, nous devons avoir l'inverse. Normalement, on doit avoir l'inverse. Je vais juste changer ici. Sélectionner données. Normalement, non, je dois supprimer. Ajouter la série. Et normalement, le nom de la série, c'est qualité d'arôme. Les abscisses, c'est l'acide tartrique. Et les ordonnées, c'est qualité d'arôme. OK. OK. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance négative. Plus la valeur de X augmente et les valeurs généralement de Y vont diminuer. La qualité d'arôme va diminuer en fonction de l'acide tartrique. Et c'est pour ça que vous avez un moins 0,19. C'est négatif, mais c'est faible parce que on est loin de la droite. Donc, vous pouvez améliorer la qualité de ce graphique en jouant sur par exemple là l'échelle. Je vais commencer à 5. 5 ou bien je commence à 5,5. 5,5. Ici, voilà. Et en qualité d'arôme, je peux passer
sélectionne ici. Je peux commencer pas à 0, mais à 3. On arrête à 8,2. Voilà, là. Donc là, qualité d'arôme en fonction de d'acide citrique, je peux même en faisant double-clic, je peux faire en création. Je peux faire choisir quelque chose de... Comme ça. Parti. Et le texte ici. Je suis en train de rendre plus esthétique. Donc c'est acide tartrique normalement. Qualité d'arôme, acide tartrique. Acide. Mon ordinateur il est en train de bugger. Je ne sais pas ce qui arrive. Et mon graphique. Entre ici. C'est parti. Voilà. Donc je vais copier ce graphique. Essayer de faire la même chose pour acide malique. Acide malique. Et je vais mettre que les abréviations. Concentration sel. Il nous reste le pH. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Je vais juste coller les graphiques et après je vais juste changer les données rapidement. Et là, j'ai dit, hop, là je vais mettre le pH. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner juste le point ici. Et je vais remonter vers le graphique des données. Je vais changer acide tartrique en acide malique. Voilà. Bon, ça ne marche pas. Il faut juste cliquer ici. Sélectionner données. Il faut modifier. Et là, en X, on change, on sélectionne. Ok. Oui, là demain, Charles. Après, ça a changé. Regardez, je vais faire la même chose pour la concentration de sel. Je vais cliquer un bouton droit, je vais sélectionner les données, modifier ici, et au lieu des abscisses, je vais choisir
la concentration de sel. Mettre OK. OK. Voilà, ici, ça n'a pas, les points ne sont pas lisibles parce que les valeurs changent, parce que la concentration de sel elle est entre 1 et 1,4, alors que ici l'échelle, donc c'est entre 1 donc le sel c'est 1 et entre 1,4, je vais mettre 0,5 jusqu'à 1,5, 0,8. Et là, on va descendre vers le graphique pour voir ce que ça donne. Vous avez vu, il y a les points qui vont marquer. Là, vous regardez, il y a une relation qui est très importante par rapport à... Alors, il ne reste que le pH. Je vais faire la même chose. Bouton droit. Sélectionne les données. Je vais modifier les abscisses X par la cellule, ou bien la zone, la plage de données, il y a le pH. Donc, et c'est bon, je pense que... Alors, même pour le pH, j'ai les données qui vont... Donc, c'est entre 2,6 et 3,3. 2,6 et 3,3. Un pH acide. Je fais à l'échelle. « 2,5 » 3,3, 3,5, voilà. Donc là, ce graphique nous affiche, le graphique que j'ai choisi, il affiche la droite de régression linéaire. On va voir, c'est le but de dernier chapitre, c'est la régression linéaire simple, régression linéaire multiple, c'est la régression linéaire simple. Et le but de ça, c'est il affiche la droite de régression avec un R carré, c'est un coefficient de détermination qu'on va voir dans le chapitre régression linéaire. Alors j'espère que ça a été clair. Je suis vraiment fatigué. Je vais revenir vers vous pour s'il y a des questions. Allô? Oui, Maroc. وكاين في لاباز غير بوحديتو كاين واحد النيميرو ادغوات نورمالمون في لي نيميرو دو تليفون كانوا وقع لنا واحد الديكالاج هذيك النيميرو ادغوات ومن جبتها من لاباز اوريجينال ايوا صافي صافي ça marche. Alors je reviens vers vous s'il y a des questions. Est-ce que ça a été pour cette démonstration de... Vous m'entendez? Alors, Oui, monsieur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut regrouper les 4 graphiques
une seule représentation. Oui, mais comme il y a des valeurs un peu différentes, ça va donner quelque chose de très... c'est possible de présenter tous les points, tous les nuages de points sur un seul graphique. Le problème, c'est que euh, euh, vous allez voir plusieurs abscisses. C'est ça le problème. Donc notre but, c'est de voir notre qualité d'arôme en fonction des autres paramètres. Donc, notre qualité d'arôme, c'est notre Y. Et les autres paramètres, c'est X. Alors, si vous voulez présenter tous les nuages de points en un seul graphique, vous devez avoir au moins le même abscisse. Non? Ça va, je vais essayer. Regardez, je vais essayer. Alors, je vais y aller sur Excel. Je vais sélectionner tout le tableau. Je vais normalement ou bien, vous allez sur le logiciel Excel, vous sélectionnez que les deux colonnes. Ça marche. On va vers nuage de points. On met nuage de points. Là, vous avez le premier nuage de points. Je peux faire un bouton droit sur le graphique. Un bouton droit. Et je peux, en sélection de données, là, normalement, le X, c'est la qualité d'arôme. Le X, c'est qualité d'arôme. Y, c'est acide tartrique. Comme ça, on aura la même base de X. Alors, je peux ajouter. Je peux ajouter la deuxième série. Donc, la deuxième série, ça va être l'acide malique. Les X, ça va être la même chose. Et les Y, ça va être l'acide malique. Je vais sélectionner ici, hop, l'acide malique. Je vais mettre OK. Et là, vous aurez la deuxième série, etc. Je peux rajouter. Donc, je vais mettre OK. Il faut que je bouge un petit peu juste le graphique ici. Je vais revenir. Pareil, donc bouton droit. Sélectionner les données. Et là, je vais ajouter la troisième série. Donc, le nom de la série, ça va être concentration sel. La valeur des abscisses, c'est la qualité d'arôme. Et la valeur des Y, c'est la concentration de sel. OK. Et je peux ajouter la dernière série. C'est le pH. X, ça va être qualité d'arôme. Qualité d'arôme. Et Y. Effacer le 1 pour sélectionner le pH. Ça va donner quelque chose de comme ça. Donc c'est, vous voyez, c'est pas, ça n'a aucun. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux y aller sur création pour choisir presque la même chose de tout à l'heure. Ce que j'ai choisi celle-là. Voilà. Alors, ça va être un peu délicat pour vous présenter les données. Donc c'est ça pourquoi j'ai préféré de représenter chaque graphique tout seul. Donc en abscisse ici, j'ai mis qualité d'arôme. Pour présenter. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu moche. C'est pour ça, je préfère représenter chaque relation toute seule. C'est bon?
Y a-t-il une autre connexion? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer le corrigé? Bien sûr. Là, tout de suite, je vais l'envoyer tout de suite. Autre question? Parce que là, je suis vraiment épuisé. Parce que je suis au bureau aujourd'hui depuis 9 heures. Alors, y a-t-il des questions sur la partie loi de probabilité? Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais mettre le fichier. Ici, je vais enregistrer. Enregistrer le fichier. Je vais essayer de le mettre sur... Je vais le mettre sur la partie devoir correction. Vous allez le trouver sur la partie devoir correction. Donc, je suis en train de préparer un autre travail. Donc, je vous invite... normalement, ça va être... Je vais le publier demain ou bien après-demain. Où on va essayer de faire une analyse exploratoire de données aussi. Mais on va y aller un peu plus loin en faisant des tests d'hypothèses. Donc, pas des tests d'hypothèses, mais des analyses comme détecter des valeurs aberrantes et comme détecter les valeurs aberrantes et faire des choses, des pré-traitements et également faire des choses comme ce qu'on a vu ensemble, comme le test de normalité des données, etc. Donc, si c'était clair, je vais m'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc là, vous pouvez retrouver ce fichier sur lequel nous avons travaillé. Vous pouvez le trouver sur Google Classroom. Juste après, dès que je rentre chez moi, je vais le mettre en ligne. Donc, je vous souhaite un bon fin de journée. Pour ceux qui jeûnent, bon fin de jeûne. Et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.